Hello, everyone. Hello, everyone. Please take a seat. We will start very soon. Please take a seat now. Thank you. Oui. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo, oui. En troisième position. Non, non, non. Elle sera en troisième position. Donc, il y a d'abord madame, ensuite madame, ensuite c'est... Excellencies, respected panelists, ladies and gentlemen, welcome to this second session on the theme of No Peace Without Women. As you could see in the program, this session is part of a series of regional conferences held in Europe and around the world in response to the outbreaks of war, calling for women to take the lead in peace building. We have a highly distinguished panel expecting Ms. Tatiana Molcean, who actually cannot come, is represented today by Ms. Hilary Murphy, but I will still introduce Ms. Tatiana Molcean because her speech will be read. Ms. Tatiana Molcean is the United Nations Under-Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Europe, UNECE. She has 20 years of experience in the public sector with international cooperation and development. And as a career diplomat, Ms. Molcean had held important positions such as permanent representative of the Republic of Moldova to the United Nations Office, World Trade Organization, and other international organizations in Geneva. Representing her today is with us Ms. Hilary Murphy, who is the Senior Social Affairs Officer of UNECE. Please, Ms. Murphy, the floor is yours. Thank you very much. I trust you can all hear me okay. First of all, sincere apologies from our Executive Secretary, Ms. Molcean. She was very excited to attend today's discussion. Excuse me, can you hear me? Okay. Apologies from Ms. Molcean. She was very excited to attend today's discussion, but due to a very last-minute scheduling conflict, as is often the case, there's been a change of plan. So I'm here to represent Ms. Molcean today, and I will deliver the speech on her behalf. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to thank the organizers, the Universal Peace Federation, together with the Women's Federation for World Peace International and their partners for arranging today's event. In considering the theme of today's session, No Peace Without Women, I cannot but recall the origins of my own organization, the United Nations Economic Commission for Europe. The UNECE was first established in 1947 to support the economic reconstruction of Europe and to forge regional economic relations as a means of post-conflict confidence building and contribution to recovery of the larger region. Our mandate focuses on development rather than peace and security issues. As a regional commission, we promote economic integration and cooperation among our 56 member states and support them in advancing implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Gender equality is a critical principle of our work. As Executive Secretary of UN, en tant que secrétaire exécutive de CEE, je suis impliquée dans tous les mandats de l'implication des femmes dans et l'inclusion dans différents domaines des femmes, comme par exemple les échanges, les statistiques, dans coopération technique,
Nous mettons l'accent sur le développement économique et dans les tendances de notre région, il y a trois tendances qu'il faut mettre en évidence. Premièrement, il faut faire plus d'efforts pour atteindre les buts de développement durable, numéro 5. Donc, nous essayons d'atteindre le premier des buts de ce. Pour les autres, nous n'avons même pas les données nécessaires. Par exemple, les droits économiques ou bien la violence contre les femmes. Nous avons les statistiques pour des statistiques comparables, officielles, et par exemple sur la différence dans l'égalité des genres de toutes les dimensions de la région. Donc, nous avons identifié des pratiques modèles, mais aussi il reste beaucoup de défis. La capacité pour augmenter l'égalité des genres, particulièrement dans les conflits. Deuxièmement, nous devons contrer le mouvement global qui s'oppose à l'égalité des genres, et particulièrement dans notre région. Les législations qui sont contre l'égalité des genres et aussi tout ça, ce sont des réalités qui nous concernent. Et le fait que ça revienne en arrière, c'est un danger pour les buts numéro 5. Donc, l'opposition contre l'égalité des femmes, et en particulier, nous devons opposer ce retour. Donc, la CE va continuer de mettre ce point de l'égalité des genres comme priorité. Par exemple, ce que nous avons fait l'an dernier, octobre 2023. Et la conférence a mis en évidence que d'avoir de bonnes communautés, la résilience dans la société, ça demande l'implication des femmes. Et d'autres domaines sont sur la population, le vieillissement de la population et la disproportionnement de femmes âgées, la disproportion de femmes âgées et le manque de la réponse pour des femmes. Ça met les femmes vraiment et les jeunes filles dans une situation dangereuse et des conséquences très graves. Par exemple, très peu de moyens financiers. Il faut également trouver un remède des guerres sur les femmes. Par exemple, en Ukraine, on voit que la guerre a exaspéré l'égalité qui existait avant. L'inégalité est devenue encore pire, aussi les violences et les violations des droits des femmes et des filles. Et il y a aussi des secteurs d'engagement qui ont été mis en question et les déplacements et l'égalité des salaires sont aussi devenus pires. Donc, nous sommes concernés par ça dans un projet que nous avons établi l'année passée. Nous avons reconnu que le développement urbain est remis en cause par le manque de, justement, le fait que les femmes et les filles ne peuvent pas participer dans l'économie. Seulement deux des instruments pour promouvoir l'égalité permettent de promouvoir les buts. Donc, il faut une collaboration et il faut des approches. Et il y a un événement important dont j'aimerais vous parler le 21 au 23 octobre. Avec les femmes de l'ONU, il y aura une rencontre à Genève à l'ONU. Et ça mènera au 30e anniversaire de la déclaration de Pékin
qui va être célébré au statut des femmes en mars 2025. Ça va permettre de voir les progrès qui ont été faits par rapport à cette déclaration dans les 5 dernières années et accélérer l'égalité des genres, l'égalité des sexes pour les femmes et les jeunes filles. J'espère que vous participerez à ces événements et identifierez des possibilités de trouver des solutions. Et merci encore de nous réunir aujourd'hui sur ce thème important et j'utilise l'occasion pour dire qu'on travaille avec toutes les organisations pour améliorer l'égalité. Et je conclus avec une remarque du secrétaire général de l'ONU. Nous ne pouvons pas séparer la situation avec le patriarcat qui dure depuis des années. Merci. Merci, Madame Murphy. Et merci, j'aimerais que vous remerciez aussi Madame Molsien de nous avoir livré pour le temps, j'aimerais demander chaque orateur de parler l'un après l'autre parce qu'il y aura de nombreuses questions à la fin. Notre deuxième oratrice est Madame Adriana Quiñones. Elle est originaire de Colombie, responsable des droits de l'homme et du développement pour l'ONU, femmes et directrice adjointe du bureau de Genève. Depuis 14 ans, elle occupe différentes positions au sein de l'UNIFEM, de l'ONU Femmes, en tant que représentante de pays, conseillère politique en Asie, en Amérique latine et directrice du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles à New York. Elle a plus de 20 ans d'expérience pour la conduite d'actions dans les domaines de l'égalité de genre et l'élimination de la violence fondée sur le genre et l'autonomisation économique des femmes. Bonjour, merci d'inviter l'ONU des femmes. La paix ne peut pas être établie sans les femmes. Je vais vous montrer quelques statistiques et aussi ce que les femmes font pour que vous voyez, que vous soyez partie prenante de ce processus. La situation internationale actuelle est terrifiante et inquiétante. Les conflits armés s'intensifient dans le monde entier, touchant de façon disproportionnée les femmes et les filles. À la fin 2023, de nombreux conflits violents actifs n'avaient jamais été aussi élevés depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de femmes et de filles vivant en situation de conflit a augmenté de 50% depuis 2017 pour atteindre 614 millions en 2022, laissant présager d'un faible développement prolongé et d'effets catastrophiques sur plusieurs générations. Ce contexte expose les femmes et les filles à un risque élevé de violences sexuelles qui reste une arme de guerre, de pauvreté et d'insécurité alimentaire. Au Yémen, environ 76% des femmes déplacées à l'intérieur du pays, des femmes et des enfants. Selon l'ONU Femmes, plus de 6 000 femmes ont été tuées à Gaza. Parmi elles, on estime 6 000 femmes qui ont laissé derrière elles 19 000 enfants orphelins. Celles qui ont survécu ont été déplacées, sont devenues veuves et font face à la famine. Notre dernière analyse de genre nous apprend que plus d'un millier de femmes et de filles, plus d'1 million à Gaza, n'ont pratiquement pas de nourriture, n'ont pas accès à l'eau potable, à des latrines, à des toilettes, à des serviettes hygiéniques, alors que le risque de maladies liées à ces conditions s'accroît. En Ukraine, le rapport montre que session 55 du Conseil des droits de l'homme a relaté en détail plusieurs cas de violences sexuelles des filles âgées de 15 à 83 ans. L'ONU Femmes a soutenu le plan d'une stratégie de prévention des violences sexuelles liées au conflit dans le pays. Le nombre total de cas de violences sexuelles liées au conflit vérifiés par l'ONU a atteint 3 688 en 2023. Les femmes et les filles représentaient plus de 3 522 de cas signalés. C'est 95%. Impliquer réellement les femmes à tous les niveaux de prise de décision pour bâtir la paix n'est pas qu'une question d'égalité, c'est un impératif stratégique pour une paix et un développement durable.
Les femmes subissent le poids des conflits et de la violence, mais leur voix a souvent été marginalisée dans le processus de paix et des forums de prise de décision. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré certains progrès en matière de participation, les femmes restent largement exclues des processus de paix et des négociations officielles. Les femmes ont participé en tant que négociatrices ou déléguées des parties au conflit dans 4 des 5 processus de paix actifs dirigés ou co-dirigés par l'ONU en 2022. Au Conseil de sécurité, 46% des personnes invitées à s'exprimer étaient des femmes contre 19% en moyenne entre 2013 et 2017. Sur les 18 accords de paix conclus en 2022, seul a été signé ou signé par un représentant d'un groupe ou d'une organisation de femmes, et 6 seulement contenaient des dispositions faisant référence aux femmes, aux fillettes et aux genres. Chers collègues, quand les femmes participent aux efforts de consolidation de la paix, les résultats sont plus complets, durables et inclusifs. Les femmes apportent de nouvelles perspectives. Elles sont des agents de changement, des catalysateurs de réconciliation et des champions de la cohésion sociale. Je vais vous donner un exemple qui a également été mis en évidence par le Bureau de représentation spéciale du secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises. En avril 2024, au Guatemala, des femmes autochtones ont brisé le silence sur des violences sexuelles, l'esclavage sexuel et l'esclavage domestique subis pendant la guerre civile. Le procès a abouti à un verdict historique en 2016 lorsqu'un tribunal guatémaltèque a reconnu 2 anciens militaires coupables de violences sexuelles, d'esclavage sexuel et d'esclavage domestique commis contre des femmes mayas, quechua, à l'intérieur et à proximité d'un poste militaire de repos à Sepur-Sarco. Il s'agit de l'un des premiers exemples au monde d'un tribunal national qui poursuit en appliquant les lois nationales et internationales l'esclavage sexuel dans le contexte. L'arrêt rendu dans l'affaire Sepur comprend 18 mesures, dont 16 à des réparations transformatrices, telles que la construction d'une école, d'un centre de santé, des droits fonciers, entre autres mesures. Elle a changé le discours de la violence sexuelle dans le conflit guatémaltais, elle a reconnu comme un crime distinct. Ces processus sont soutenus par les femmes à l'ONU et va transformer la situation des femmes de victimes à survivantes et leaders dans leur communauté. En Colombie, on a l'exemple d'un processus de paix dans lequel la violence sexuelle contre les femmes ne peut pas être admise ni par les guérillas. Nous avons également soutenu les organisations de femmes dont le rôle a été déterminant pour que les négociations de paix entre le gouvernement colombien et les FARC aboutissent à l'accord de paix. En 60 ans de conflit au Colombie, plus de 400 000 femmes ont été victimes d'homicides dans le cadre du conflit armé et plus de 57 000 femmes ont été victimes de déplacements forcés. Mais la participation proactive a permis d'établir des structures et de bonnes pratiques. Et j'aimerais vous inviter à être actives dans ce processus parce qu'elles ont toutes eu un programme dans leur participation active. En ligne avec cela, j'aimerais partager que mardi, nous aurons une présentation à Genève dans le Centre de sécurité et de politique que les femmes, c'est la paix et la sécurité et les actions humanitaires. Ça a été lancé comme pour l'égalité des femmes dans le cadre de l'agenda 2030. L'objectif de ça, c'est de financer des actions. Et nous savons qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les fonds pour mettre en valeur ces actions. Et les femmes qui peuvent être actives dans le leadership et dans tous ces domaines. Et
Mon but d'être ici à Genève en tant que femme de l'ONU, c'est d'amener cette conversation du plan global ici à Genève et d'amener les expériences que nous avons dans euh, les agences des Nations Unies ici à Genève pour soutenir une paix durable. Et je vous demande de vous joindre à nous et de continuer de créer ensemble la paix durable. Merci. Merci beaucoup. Je vois que vous maintenez là et que vous êtes très rapide et qu'il y aura du temps pour les questions. Préparez vos questions. Il y a beaucoup de détails et c'est très important et tout le monde est intéressé à en savoir plus sur ce thème. Merci. Maintenant, notre troisième intervenante, elle nous donne un message euh, en vidéo. Elle nous a envoyé une vidéo du Liban. Elle est peut-être en ligne avec nous. C'est Dr. Svetlana Jovic. Elle a une grande expérience de la paix et de la sécurité dans des environnements politiquement sensibles, en situation de conflit et d'après-conflit, à l'ONU, et aussi autres. Elle a travaillé en Croatie, au Kosovo, au Rwanda, au Liban. Elle s'engage dans la prévention des conflits, le renforcement de la confiance, la médiation et les négociations, la promotion du rôle des femmes dans la prise de décision. Actuellement, elle est déployée en tant que chef d'équipe dans le secteur des affaires civiles de l'opération de paix des Nations Unies à l'ouest du Liban. Écoutons la vidéo. Bonjour de Beyrouth. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier pour cette occasion de participer à la session intitulée Pas de paix sans les femmes. En effet, ce sujet me tient particulièrement à cœur. J'ai passé la plus grande partie de ma vie professionnelle à travailler dans des opérations de paix des Nations Unies. J'ai pu observer le rôle crucial joué par les femmes pendant les conflits. Je partagerai mon expérience au Liban dans un projet pilote sur l'autonomisation des femmes, car je crois que chacune d'entre nous peut contribuer à sa façon au rétablissement et à la consolidation de la paix. Mais avant de présenter l'étude du cas du Liban, je souhaite partager avec vous quelques données sur le rôle des femmes dans le processus de construction de la paix depuis l'adoption de la résolution 1325 des Nations Unies. 24 ans ont passé depuis cette adoption. La voix et l'influence des femmes restent inaudibles, négligées et reléguées au second plan. L'absence frappante des femmes dans les négociations de paix officielles révèle un écart troublant entre les souhaits des nombreux engagements mondiaux et régionaux pris par les Nations Unies et la réalité du processus de paix. L'analyse des données montre aujourd'hui qu'en dépit du bon sens, le processus de paix officiel implique peu les femmes. Nos voix sont absentes des processus de négociation des conflits. Si la résolution 1325 a été adoptée, c'est pourtant pour une bonne raison. Il est prouvé qu'un degré plus élevé d'égalité des genres génère un niveau accru de sécurité et de stabilité. Je vais juste partager quelques données publiées récemment. Vous en saurez plus en consultant les sites de l'ONU sur la paix et la sécurité des femmes. Ainsi, en 2022, les femmes ne représentaient que 16% des négociateurs dans les processus de paix actifs dirigés ou co-dirigés par les Nations Unies. C'est un recul par rapport aux années précédentes. En 2020, il y avait 23% de femmes actives dans le processus de paix. Les équipes de négociation pour les conflits en Éthiopie
au Myanmar, dans les Balkans, au Soudan, au Yémen, ne comprenaient aucune femme. Sur les 18 accords de paix conclus en 2022, un seul comptait une femme parmi ses signataires. Pourtant, certains exemples prouvent que la participation des femmes au processus de paix augmente de 20% la probabilité d'un accord de paix d'au moins 2 ans et de 35% celle d'un accord de paix d'une durée de 15 ans. La communauté internationale admet de plus en plus cet écart. Il devient évident qu'une résolution n'a pas suffi et ne suffira peut-être pas à combler l'écart qui existe dans la pratique. Alors, que faire? Comment contribuer en tant qu'individu? Que pouvons-nous faire à notre niveau en tant que praticiens? Chacune a un rôle à jouer. Je crois, et une responsabilité d'agir. Tout mon souhait de partager cette expérience sur la manière dont nous avons renforcé les capacités des femmes grâce au projet mis en œuvre au Sud-Liban. C'était en 2018 en collaboration avec ONU Femmes. Par cette formation, il s'agissait de contribuer à la construction de la paix au Liban et à la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de sécurité Femmes, Paix et Sécurité. Ainsi, plus d'une vingtaine de femmes ont été formées dans les régions de Fès et d'Abbassia au sud Liban. Dans la série de formations à la médiation et à la prévention des conflits, elles venaient des millions divers. Il y avait des enseignants, des agriculteurs, des avocats, des professeurs d'université. Il y avait aussi des militantes écologistes et des étudiantes. Elles venaient d'un milieu traditionnel conservateur, de communautés peu enclines à accepter facilement le rôle actif des femmes dans la société. L'objectif du projet était de renforcer les capacités des femmes au niveau local et de créer un réseau de médiation locale qui jouerait un rôle actif dans la réduction des tensions au sein de leur communauté. Comment? En leur fournissant les compétences nécessaires pour pouvoir gérer la résolution des conflits, apprendre les outils et gérer les tensions internes à la communauté. La formation a duré 2 ans et a été dispensée par l'Université de gestion des conflits afin de développer les compétences. Mais il fallait aussi travailler avec les maris, les mères, les pères, les chefs religieux, les voisins, les fonctionnaires locaux. Tous devaient comprendre l'objectif et les avantages d'une formation des femmes à la médiation et aux négociations. Peu à peu, elles se sont impliquées dans les affaires locales. Elles ont été sollicitées par des familles, des écoles, des individus et des institutions qui rencontraient des problèmes internes et ne disposaient pas des outils nécessaires pour gérer les conflits. Elles ont été très actives. Et maintenant, en pleine crise actuelle, depuis le 23 octobre, nous les voyons encore plus actives et plus engagées auprès de la communauté, tout d'abord auprès des femmes déplacées, des femmes qui ont été touchées par les hostilités dans le Sud, des femmes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs proches. Des femmes sont déplacées avec leurs enfants, avec leurs maris et dans les refuges sans grande dignité, où les problèmes quotidiens sont très nombreux, ne serait-ce que trouver un peu de nourriture ou un peu d'espace pour soi-même. Et si nos femmes sont bien formées et si actives, si utiles à la société, elles ont participé activement à la résolution de conflits, elles utilisent leur savoir pour régler les conflits locaux, les conflits avec la communauté d'accueil, les frictions avec les acteurs humanitaires qui apportent de l'aide.
elles apaisent aussi les tensions intercommunautaires. Ce cas peut sembler si insignifiant vu de l'extérieur, mais d'après mon expérience, tout effort visant à planter une graine de paix vaut la peine d'être entrepris. Tout effort visant à donner aux femmes les moyens d'acquérir les compétences nécessaires pour participer à un dialogue, à une prise de décision, est un pas en avant pour augmenter le nombre d'entre nous qui œuvront pour la paix. Je vous remercie et vous souhaite un bon séminaire. Au revoir. Merci beaucoup, Dr. Jovic. Si vous nous écoutez du Liban, j'aimerais vous remercier et vous remercie tous car vous avez donné de nombreux rapports très pratiques et nous apprécions votre investissement dans ce domaine. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais inviter notre prochaine oratrice, c'est Madame Caroline Hanchin, qui est présidente du comité des ONG sur le statut des femmes aux Nations Unies à Genève. Elle est aussi vice-présidente de la Fédération des femmes internationales pour la paix et directrice du Bureau des relations avec les Nations Unies de la Fédération internationale des femmes pour la paix mondiale au niveau mondial. Elle dirige l'équipe de plaidoyer aux Nations Unies à Genève depuis 1997 et participe activement à divers comités, groupes de travail. Elle a créé et co-créé plusieurs programmes d'études sur le leadership en matière de paix pour les femmes et a organisé de nombreuses conférences. Caroline, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jacques. J'aimerais remercier les autres orateurs ici. C'est vrai, comme Shruti l'a dit, nous sommes loin des guerres, mais je suis heureuse qu'Hilary, vous soyez venue, et aussi Adriana et mon amie aussi Svetlana, parce que vous êtes impliqués dans des corps de l'ONU qui s'impliquent pour les femmes dans la société et qui veulent que nous soyons sensibles à la situation des femmes dans la société civile. Je vois des membres de mon comité ici dans l'audience. Si vous voulez lever la main, je vois quelques-unes et quelques autres. Et Karen aussi. Pour travailler ensemble pour cette initiative, c'est un honneur, mais c'est également, ça multiplie l'impact et les possibilités que nous avons. Et je voulais aussi dire, Adriana, c'est la directrice active de l'ONU Femmes. Elle a encore eu un grade de plus dans son implication. Donc, merci de prendre le temps pour cette rencontre. Le but de cette rencontre, même si j'ai dit quelques mots dans l'introduction, que je répéterai, c'est la mobilisation. C'est pas seulement parler, c'est la mobilisation pour finir les guerres, pour avoir un dialogue, écouter et s'engager à avancer ensemble. Donc, il s'agit d'une campagne pour influencer les normes de futur et à commencer par les femmes qui sont notre soutien pour cette campagne. Pourquoi sommes-nous convaincus que la paix n'est pas possible sans les femmes? Pourquoi est-ce vrai? Il est clair que
avoir un environnement pacifique, ça implique tout le monde. Même un seul terroriste peut remettre en cause la paix, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous pouvons être unis pour qu'il n'existe plus un seul terroriste ou bien une guerre. Qu'est-ce que les femmes apportent à la paix? Les femmes n'existent presque pas dans l'histoire des guerres. Elles ne se battaient pas en ligne de front. Il y avait très peu de mémorials qui étaient construits. Elles n'étaient pas invitées aux tables, aux réunions de paix. Elles n'étaient pas signataires dans les... Mais quand on regarde l'autre côté de la situation, on voit que les femmes se sont tellement impliquées pour, euh, sans se plaindre, même en l'absence d'hommes qui étaient partis à la guerre. Et elles ont maintenu les communautés et les familles. Elles travaillaient dans les fabriques. Et, sans arrêter, elles continuaient, elles continuaient. Elles ont assumé le leadership sans avoir d'argent, sans avoir de fonds. Et elles étaient incroyables dans leur ingéniosité. Elles ont, très souvent après la guerre, elles ont trouvé de nouvelles capacités en tant que leaders, mais ça a été oublié après les guerres. Et c'est ce que j'ai entendu au Guatemala, en RDC, au Rwanda, en Ukraine et partout. Les, les images des femmes qui travaillent, qui ont travaillé pendant la guerre 1945, hein, après 45, elles ont été oubliées. Après que tant de personnes sont mortes à Dresden, toutes ces femmes se sont réunies pour travailler ensemble avec de l'amour dans leur cœur pour reconstruire leur pays. Mais qu'est-ce qui les a motivées? C'est l'amour. C'était l'amour qui les motivait. La passion, parce qu'elles pouvaient projeter leurs efforts dans le bonheur de leur famille, de leurs enfants. La guerre est plus intime aux femmes. C'est souvent ce qui est ajouté au profil des femmes, mais souvent on ne l'écrit même pas. Les femmes ont un pouvoir unique pour mettre fin au conflit et pour mettre fin à la guerre. Et puis, beaucoup ont réussi des choses incroyables. Donc, les femmes qui ont réussi à maintenir la paix dans leur société, dans leur famille, cela a pris des années d'annoncer dans le domaine public que les femmes doivent être impliquées dans l'établissement de la paix au-delà de leur famille. Et toutes les oratrices aujourd'hui ont mentionné ce point. Elles ont parlé de cette résolution de l'ONU 1325. Et ce sont ces expériences qui sont dans la communauté et dans les familles qui sont nécessaires au niveau mondial. Donc en 2000, nous avons entendu l'agenda pour la sécurité et la paix des femmes. Ça paraissait révolutionnaire de faire avancer les femmes de victimes faibles à agents nécessaires et leaders pour la paix. Et ça a ouvert quelques portes, mais comme nous l'avons vu, il faut encore pousser et que ça se mette en place. Beaucoup de choses bonnes sont sorties de cela. Mais par exemple, le soutien financier et ces statistiques que nous avons
dans le ONU CEE et puis l'ONU des femmes, des statistiques qui montrent tous les déficits qui sont encore, et comme il est difficile de calculer tout ce qui ne va pas, et l'influence forte des femmes. J'avais de nombreuses statistiques, mais certaines d'entre elles ont déjà été mentionnées, alors je les laisse de côté. Et ça explique beaucoup de choses, que les femmes n'ont pas été impliquées, mais quand elles sont impliquées, elles peuvent avoir une influence incroyable. Et ça change le résultat. Et bien sûr, ça dépend de la qualité des femmes. Et il y a différents états au conflit. Ça vient d'avant le conflit, dans le conflit, la violence, la guerre, après la guerre, et la réconciliation, et la reconstruction, et même fait de mettre en œuvre des mesures. Et certaines d'entre elles ne sont pas considérées comme étant importantes, mais elles sont essentielles. Elles sont toutes semblables au processus de prévenir et de réconcilier dans le cas de la famille. Donc, ce qui est le plus important dans ce cadre de pas de paix sans femmes, c'est dans l'étape avant les conflits. C'est d'éviter les guerres avant tout et de résoudre nos mésententes. Et ça a été dit par plusieurs orateurs. La prévention et la réconciliation, les deux, les femmes étaient très fortes et pourtant, ça n'a pas été calculé, les femmes n'ont pas été suffisamment impliquées. Donc, notre stratégie, pas de paix sans femmes, c'est particulièrement dans ces domaines que les femmes doivent être impliquées. Nous ne pouvons pas seulement laisser les seigneurs de guerre faire les plans ou seulement les femmes non plus. Et tous doivent être impliqués, tous ceux qui comprennent ce qui a été perdu et ce qui doit être utilisé pour un futur durable, tenant compte de tous ces éléments. Donc, des plans de reconstruction sont nécessaires pour tous ceux qui vivent là. C'est aussi dans le domaine de la réconciliation et d'éviter de nouveaux conflits. Il y a des femmes remarquables. J'aimerais en mentionner une. C'est Ellen Johnson, parce que je l'ai rencontrée récemment. Elle a parlé à une des conférences Pas de paix sans les femmes qu'on avait dans les Balkans. Elle avait envoyé un message. Notre compagne a été touchée par son implication. Elle avait été emprisonnée, presque exécutée. Elle était présidente du Libéria, mais elle a tourné cette calamité dans l'héroïsme. Et peu après, elle a fait un comité de vérité et de réconciliation. Nous le connaissons de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais nous n'entendons pas parler de tout ce qui s'est passé par d'autres femmes dans le monde. Et pour devenir un héros, il faut avoir une cause, il faut que, que quelqu'un surmonte l'individualisme. Il faut que les gens surmontent euh, leur pensée de vivre seulement pour soi-même. Et la Fédération des femmes pour la paix dans le monde, dans une des conférences au Parlement de l'Union européenne, avec des partenaires des différentes institutions de l'ONU, ont donné des réponses. Une disait qu'une des jeunes filles avait joint un groupe de djihadistes. Et puis après plusieurs interviews, elle a compris que c'est parce que ils recherchaient des positions importantes qu'ils ne pouvaient pas trouver dans la société actuelle. Mais nous pouvons leur donner d'autres opportunités. Une autre femme qui était l'ancienne première dame de Palau, elle a créé, elle a initié la promesse de Palau
Et je suis allée avec elle à travers l'Association des Premières Dames. Et avant de quitter l'aéroport, il faut signer la promesse de ne pas endommager l'environnement de ce pays pendant que vous êtes là. Et vous ne pouvez pas aller plus loin si vous ne signez pas. Et ça paraît impossible à faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça en Suisse. Mais il y a beaucoup de choses qui paraissent impossibles, qui sont faites lorsqu'il y a la volonté et la solidarité, et lorsque c'est une bonne cause. Elle a demandé des visiteurs qu'ils soient d'accord avec ça. Et la campagne allait au-delà de ça, parce qu'elle a rallié des jeunes d'être impliqués à préserver l'environnement et la nature. Et c'est un endroit magnifique. Et vivre dans la paix demande des actions et d'éviter les influences négatives et de recevoir d'une validation. Et la paix ne peut pas être imposée, c'est un contrat de respect et d'empathie parmi les gens et avec leurs leaders. Et la paix n'est jamais statique, elle se développe, elle se multiplie, elle s'engage, elle surmonte les obstacles, elle ne s'arrête jamais d'essayer. Et l'analogie la plus proche que nous avons, je retourne à ce que mon mari disait avant, c'est la famille humaine. Hein, à laquelle on réfère aussi dans des documents de l'ONU, ça nous donne une idée de ce que la paix mondiale peut être. Nous en entendons parler dans le préambule des buts de développement durable, que personne n'est laissé derrière. Donc, je pense que seulement les femmes peuvent diriger une telle campagne. Si elles avaient des positions de pouvoir, après la Première Guerre mondiale, vous savez ce qui a été dit? Pourquoi est-ce que personne n'essaye d'enlever les taches d'encre, hein, d'enlever les taches de l'encre avec l'encre? Mais on sait que le sang peut être enlevé avec plus de sang. Ce sont des idées très profondes. Donc la solidarité pour des demandes de femmes qui sont initiées par des femmes, ça donne des changements incroyables de normes, de comportements qui n'étaient pas possibles avant. Même les lignes, toutes les campagnes qui ont permis de faire changer les choses. Donc ne pas accepter les guerres en tant que comportement humain, ça c'est un rôle important et ça consiste à décider ensemble, en solidarité, créer l'état d'esprit d'établir des priorités. Et peut-être le cliché, ça c'est un point très important, donc reprendre de nouvelles priorités et des normes. Et puis ça doit commencer avec moi, qui change mes normes, mon comportement et mon état d'esprit. C'est de ce dont j'ai parlé tout au début. Donc c'est un petit peu la situation avec le programme de la paix. Donc ça doit être aussi mesuré avec mon changement personnel dans la campagne d'établir la paix. Peut-être un cliché, la paix commence dans la famille, les belligérants et des icônes de saints. Ça commence très jeune et les femmes ont la confiance qu'elles pourront avancer avec ces concepts dans leur esprit. Les leaders commencent des guerres avec des commandements et les femmes peuvent les influencer. Est-ce que nous pouvons, nous, décider qu'il n'y a plus de guerre et qu'il n'y a pas de paix sans les femmes? Qui est-ce qui peut décider de ça? Les femmes le peuvent.
comme elles l'ont fait dans d'autres moments de l'histoire et comme nous le faisons à petite échelle tous les jours. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour vos rapports et votre témoignage personnel et aussi de nous donner beaucoup d'idées et de travail à partir de votre travail de tant d'années. Et c'est magnifique de vous voir ici dans cet environnement des Nations Unies avec d'autres leaders et de voir la dimension du travail que vous effectuez. C'est très stimulant. Et maintenant, nous allons avoir notre dernière oratrice avant de passer aux questions. Notre dernière oratrice est Madame Anne Monita, elle est vice-présidente de l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix au Cambodge. Elle se consacre à la promotion de la compréhension et de la paix parmi les jeunes, s'implique dans des actions caritatives et s'efforce d'avoir un impact positif sur la communauté. L'une des réalisations dont elle est le plus fière, c'est la création d'écoles pour les élèves du Cambodge qui leur permet d'accéder à une éducation de qualité et leur donne les moyens de se construire un avenir meilleur. Madame Anne Monita, vous avez la parole. Bonjour, chers invités, chers collègues, épris de paix, chères oratrices et femmes du Cambodge et du monde entier. Laissez-moi d'abord exprimer ma sincère gratitude à Madame Caroline Hanchin et Monsieur Heiner Hanchin pour m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet capital, pas de paix sans les femmes, aux Nations Unies à Genève. Leur soutien aux droits des femmes en tant que fondement de la construction de la paix est vraiment inspirant. Au nom de l'Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix au Cambodge, je me tiens devant vous aujourd'hui avec ma plus vive gratitude. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à partager mes idées sur ce thème crucial. Pas de paix sans les femmes. Je m'appelle Anne Monita, je suis la vice-présidente de AIGEP au Cambodge. Nous, les jeunes, les femmes, détenons la clé d'une paix durable sur Terre. Dr Hakcharan, que nous appelons familièrement Mère de la Paix, a créé AIGEP en 2017 afin de sensibiliser les jeunes et en faire l'espoir du monde. AIGEP est une famille mondiale de jeunes gens qui construisent un monde de paix avec l'amour vrai. Et cela comporte une participation des femmes qui œuvrent pour une paix véritable. Les pourparlers de paix sont moins durables si les femmes en sont absentes. Inclure les femmes n'est pas qu'une question d'égalité. On y gagne au plan des perspectives et des stratégies. Avec la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, comme il a été mentionné, sur les femmes, la paix et la sécurité, la reconnaissance du rôle des femmes avait fait un pas décisif. La paix ne commence pas qu'avec de grands dirigeants, mais dans le foyer, au cœur des familles. La paix ne se conçoit pas comme un rêve lointain, mais comme une graine plantée dans le cœur de chaque famille. Cette graine est nourrie par l'amour et la compassion inébranlables d'une mère. Les mères sont les architectes de nos valeurs, les tisseuses de liens familiaux solides et les modèles inspirantes qui nous enseignent l'empathie et la coopération. Le sens de la responsabilité sociale prend racine dans ce terreau d'amour et donne des relations pacifiques. Donner du pouvoir aux mères n'est pas qu'une affaire d'équité, c'est aussi donner du pouvoir au fondement même de la paix. Investir dans les mères, c'est cultiver une génération d'artisans de la paix, un foyer nourricier après l'autre. Que la paix commence avec la femme qui tient l'avenir dans ses bras, notre mère. Le Cambodge offre un exemple frappant de femmes qui reconstruisent activement leur communauté après un conflit destructeur. Les femmes cambodgiennes qui ont offert de l'époque des Khmers rouges sont à la tête des efforts de conciliation.
Des organisations telles que le Centre de crise des femmes cambodgiennes jouent un rôle essentiel pour promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix. Exemple de noms de femmes, des figures communautaires ou militantes des femmes, les femmes cambodgiennes ont vraiment stimulé le développement économique, la guérison des communautés, la défense de la justice. Au Cambodge, lors du 7e mandat de l'Assemblée nationale, la proportion de femmes occupant des postes de direction est passée de 14,75% à 16,13% au Sénat. Mais le nombre de femmes membres de l'Assemblée nationale a diminué, passant de 20,8% à 13,6%. C'est surtout au niveau infranational que le nombre de femmes connaît une croissance positive. Leur participation en tant que chef de commune et membre de conseil est passée de 130 à environ 176, environ 11% de 8%. L'implication des femmes pour bâtir la paix contribue à prévenir les conflits, favorisant une culture d'entente et de paix. Le Cambodge est le premier pays de l'ASEAN et le 13e sur 120 à envoyer des femmes soldats dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Nous savons tous que les 17 objectifs de développement durable de l'ONU offrent un cadre pour aborder les problèmes mondiaux, tels que la pauvreté, l'inégalité, le changement climatique. En alignant nos efforts sur les ODD, nous pouvons créer un monde plus juste et plus durable. Par exemple, les clichés culturels cantonnent souvent les femmes à des rôles domestiques, ce qui limite leur potentiel. Il faut les libérer de ces stéréotypes et leur donner les moyens d'agir. Les jeunes femmes possèdent les perspectives et des expériences uniques, ainsi que le potentiel nécessaire pour susciter des changements positifs. Leurs voix sont essentielles pour appliquer les politiques inclusives, assurer la cohésion sociale et traiter les causes des conflits en profondeur. En encourageant les jeunes femmes à s'impliquer pour bâtir la paix, nous libérons une richesse de créativité et de résilience nécessaire à un Cambodge pacifique et prospère. La vraie paix englobe des aspects socio-économiques et politiques et nécessite des voies diverses pour se réaliser pleinement. Les jeunes femmes, avec leur passion et leur vision d'un avenir meilleur, sont des agents clés du changement. En leur donnant les moyens d'agir par l'éducation, l'activisme et le leadership, nous pouvons défendre l'égalité de genre, créer une société où la paix prospère et garantir des opportunités pour tous. Ma présence ici est celle d'innombrables jeunes femmes qui s'emploient activement à façonner un avenir meilleur, nous rappelle qu'il ne peut y avoir de paix sans les femmes. Chacune d'entre nous a le pouvoir de contribuer à cet effort collectif. Engageons un dialogue ouvert avec des personnes d'origine et de croyances différentes. Plaidons pour des solutions pacifiques dans nos communautés et soutenons des organisations qui œuvrent en faveur de la paix. Chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à un monde plus pacifique. N'oublions pas que vous n'êtes pas seuls. Tant de personnes et d'organisations, y compris des jeunes femmes du monde entier, travaillent activement pour la paix. Ensemble, par la collaboration et l'action, nous pouvons faire la différence. Donc, poursuivons sur cette lancée en continuant à œuvrer de façon collaborative pour un avenir plus pacifique. Merci pour votre attention. Merci, Anne-Monita, de partager votre expérience et en particulier du Cambodge. J'y étais l'année passée, il y avait tant de jeunes avec des visions puissantes pour amener votre pays à aller de l'avant. Et maintenant, nous avons le temps pour quelques questions et réponses. Nous avons 15 à 20 minutes. Et nous avons un commentaire d'abord en français. Alors, écoutez la traduction en anglais. Ça marche?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine Exembert, présidente de l'association Cap Diversité. Nous militons pour la paix et pour l'égalité, car l'égalité a un lien crucial dans la construction et le maintien de la paix. Et je voudrais remercier Madame Caroline Hanshin, je prononce pas mal, présidente des ONG à l'ONU, ainsi qu'à Monsieur Jacques Marion, président de la Fédération des paix universelle. Je suis très honorée d'être invitée avec une délégation de Cap Diversité à cet important événement en faveur de la paix. Mon intervention sera très courte. Alors, en effet, ça fait 24 ans que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1325 concernant les femmes, la paix et la sécurité. Cette décision historique a reconnu que les femmes, ils vivaient la guerre de manière très différente des hommes et que les femmes des nations sont une ressource inexploitée pour ce qui est de consolider la paix. Mais malgré cette résolution, les femmes continuent à subir les lourds fardeaux des conflits et elles sont sous-représentées dans les décisions concernant leur sécurité et leurs droits. Elles sont que 12 000 femmes dans les 12 missions de maintien de la paix à travers le monde. La participation des femmes dans les opérations de maintien de paix démontre que leurs actions sont toujours efficaces. Elles améliorent les missions en favorisant la promotion des droits de l'homme et la protection des civils. En tant que porteuses de vie, les femmes sont motivées par un instinct de survie profondément enraciné, car elles sont dévouées à leurs enfants. Malgré les défis constants et les menaces auxquelles les femmes font face, elles sont la preuve d'une persévérance admirable, d'une imagination sans fin pour anticiper et éviter les risques face aux situations dangereuses. On constate que les femmes agissent naturellement et pacifiquement en faveur de la paix par leur force de résilience essentielle pour construire un monde plus sûr et plus harmonieux. Compte tenu de ces constats positifs de l'implication des femmes dans la construction de la paix, il est évident plus que jamais qu'il n'y aura pas de paix sans les femmes. Une étude effectuée sur 585 accords de paix conclus entre 1990 et 2010 a montré que seulement 16% de ces dernières comportaient une référence aux femmes. Hein? D'accord, oui. Donc, après la résolution 1325, on se rend compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Alors, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est de prendre conscience que l'intervention des femmes changerait les décisions concernant les conflits armés. Alors,
refusons aujourd'hui, hommes et femmes, d'accepter que l'humanité soit toujours condamnée à la violence de la guerre. Refusons les viols et la violence faite aux femmes. Refusons la mort de millions d'enfants innocents. Refusons aujourd'hui la destruction et la mort. Nous demandons des mesures concrètes pour que ce changement soit efficace. Et je finirai pour citer Martin Luther King, celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. Injustice, 3 secondes, je finis. Injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde. N'oublions jamais que Dieu a les bras ouverts, étendus pour tous sans distinction d'origine, de couleur, de peau. Nous sommes tous des êtres humains. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much for your message. Merci beaucoup pour votre message. Thank you very much, Christine. Actually, we have a delegation. Nous avons une délégation de 70 personnes qui sont venues de Lyon pour cet événement et j'ai voulu qu'une personne, Christine, puisse nous donner quelques mots en représentation de cette délégation. Et merci pour votre passion et pour toute l'organisation. Il est maintenant l'heure des questions, donc si vous en avez, veuillez lever la main. D'abord, cette dame. Bonjour. Nous avons considéré l'influence des mass médias dans la prévention et l'établissement de la paix. Et en ce moment, les mass médias sont influencés massivement par l'image de l'ennemi. Et c'est comme si nous avions besoin d'un ennemi et de lutter contre un ennemi ou contre le virus ou contre quelque chose. Donc, les médias nous font comprendre qu'il nous faut subjuguer un ennemi pour pouvoir avoir le résultat. Et donc, nous devons être protégés par une force ou par une nation, une organisation quelconque. Le problème, c'est que pour établir l'image d'un ennemi et d'établir cette culture d'ennemi est complètement différent de l'approche féminine. En tant que femme, nous préférons éduquer, avoir une éducation pour la paix. Et j'aimerais demander si quelqu'un peut répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette influence médiatique toxique? Again, thanks so much for Merci d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi de vendredi, pour parler de ce thème. Je suis tout à fait d'accord avec vous que nous avons un rôle très important à jouer en termes des messages qui sont émis aux gens et quelles interactions sont faites ou promues. L'ONU des femmes fait des choses avec ou bien l'intelligence artificielle. Et nous faisons vraiment, nous nous demandons comment faire par rapport à tout ça et comment contester toutes ces choses et d'établir un mouvement
c'est un mouvement qui nous aide pas à établir une société plus équitable. Et donc, cette résolution 1325 devrait soutenir plus d'équité et établir au niveau local. Et on voit comme ça affecte la migration et le, le changement climatique et la migration et tout ça. Nous devons vraiment travailler ensemble. Nous travaillons avec le secteur privé d'avoir des pratiques importantes. Il y a plusieurs entreprises des médias qui aussi participent aussi. Et nous travaillons avec une alliance contre les stéréotypes. Comment, hein, pourquoi l'inclusion des femmes, ça apporte des résultats et aussi dans le leadership, comment ça apporte des avancements. Et on voit que la législation amène des obstacles à l'inclusion totale des femmes. On voit qu'il y a des renversements, qu'il y a ces normes traditionnelles, hein, que, par exemple, la mutilation génitale des femmes, ça a régressé maintenant dans certains endroits et tout ça, ça forme la partie de l'établissement de la paix. Imaginez d'être une femme et d'être sujette à ces choses, à la violence sexuelle, à la mutilation, à la migration forcée, à la sexualité forcée. Et quand il y a des conflits, c'est encore pire. Et quand il n'y a pas les qualités des femmes. Juste une remarque encore. Merci pour cette question. C'est une question énorme et ça fait peur. Je pense que l'ONU des femmes, ils peuvent travailler sur ce thème et c'est très beau de voir comme ils travaillent et nous travaillons avec elles, nous coopérons et une contribution de CEE, c'est que il n'y a pas juste une réponse à tous ces défis que votre question implique, mais une chose importante pour le secrétaire général que nous avons essayé de mettre en œuvre, c'est le fait de prévoir stratégiquement et par rapport à l'agenda de l'ONU de 2030, de développement durable, l'évolution rapide de la technologie, avec l'état d'esprit, on est prêt à être dans l'incertitude et plutôt que d'être dans la certitude de l'incertitude. Donc, comment faire les affaires dans cette situation? C'est de travailler aussi dans d'autres organes de l'ONU et on va voir par la coopération ce qu'on peut faire de mieux. Merci. Encore une question? Merci, je vais parler en français si... merci beaucoup, je m'appelle Reza Jafari, je viens de France, mais je suis originaire d'Afghanistan. Je suis très étonné et un petit peu choqué puisque la deuxième session parlait sur les droits des femmes, ou plutôt paix, pas de paix sans les femmes. Mais malheureusement, je n'ai pas entendu parler des femmes afghanes, alors qu'aujourd'hui, 16 millions de femmes afghanes sont dans une prison à ciel ouvert qui s'appelle l'Afghanistan, dirigée par un régime complètement totalitaire. Elles n'ont plus aucun droit. Le dernier rapport du département des États-Unis euh, montre sur la violence faite aux femmes. Les femmes sont violées, les femmes sont dans les prisons. Et je ne vais pas citer les femmes qui travaillent avec nous, avec les organisations, avec les associations, qui sont arrêtées par les talibans. Et à chaque fois, quand elles sont libérées, elles se trouvent dans les pays voisins, dans les pays limitrophes, comme l'Iran et le Pakistan. Souvent, on voit que l'ONU parle de ces femmes, mais aujourd'hui, la plupart de ces femmes
On sait que sont dans les pires conditions possibles dans les pays voisins. Et comme elles n'ont plus de visa, elles peuvent se faire expulser vers l'Afghanistan et elles vont être de nouveau arrêtées par les talibans, torturées et peut-être cette fois-ci exécutées par les talibans. Vous avez parlé de la Palestine, de Ukraine, de Colombie, de Guatemala. Je suis conscient, je suis aussi un humaniste. Je travaille avec la Fédération pour la paix universelle, mais aussi avec la Fédération des femmes pour la paix universelle. Je suis moi-même président d'un mouvement qui s'appelle Afghan Peace Dialogue. Je suis d'accord qu'il n'y aura pas de paix sans les femmes, il n'y aura pas de paix sans les minorités ethniques et religieuses. Et c'est pour cela qu'on organise beaucoup d'événements et souvent on invite les femmes afghanes à prendre la parole. Aujourd'hui, 16 millions de femmes afghanes et je ne vois pas de représentants des femmes afghanes, mais les représentants de l'ONU Femmes ou de UN Women, malheureusement, n'ont pas parlé de la situation. Euh, J'espère que désormais, les organisations qui sont ici et aussi UN Women soient les porte-parole des femmes afghanes parce que vous savez, les femmes afghanes, leur voix est étouffée aujourd'hui par les talibans. Vous avez parlé d'autres conférences sur la femme, sécurité, paix et développement à l'ONU. J'espère que les femmes afghanes seront invitées et aujourd'hui, beaucoup de femmes, ma question, c'est beaucoup de femmes afghanes travaillent sur la reconnaissance d'apartheid de genre en Afghanistan. Êtes-vous en contact avec ces femmes? Si oui, est-ce que vous allez les aider ou reconnaître l'apartheid de genre en Afghanistan? Parce que pour les femmes, cette question est très importante. 16 millions de femmes afghanes aujourd'hui n'ont plus aucun droit. Je répète, les femmes ne sont pas la moitié de la société, les femmes sont la société. Voilà. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas avoir parlé de données de l'Afghanistan, mais le plus grand bureau de ONU Femmes est justement en Afghanistan. Et nous avons augmenté notre soutien avec différentes stratégies. Nous avions une rencontre avec les leaders afghans et avec d'autres et des négociateurs et des leaders pour partager les stratégies, pour comprendre mieux ce qui pouvait être fait de l'extérieur et à l'intérieur. Et en juin, dans le Conseil des droits humains, nous aurons un rapport du rapporteur spécial pour ce rapport en lien avec l'Afghanistan. Mais je vais pouvoir vous envoyer les informations récentes que nous avons avec différentes méthodologies. Nous travaillons avec les femmes afghanes et aussi ici au palais, vous allez voir, il y a une présentation que vous pouvez voir. Ce sont les collègues qui ont pris des photos et qui ont montré que ce thème soit dans l'agenda des Nations Unies et que ça occupe une place prépondérante de notre agenda. Pour ajouter à cela, parce que je suis certaine que vous avez des questions directes aux expertes des Nations Unies pour l'Afghanistan. Nous sommes très, très impliqués et régulièrement, nous avons des rencontres avec les femmes qui étaient dans une position de leadership là-bas et qui sont sorties et qui organisent les choses et qui ont des campagnes et nous envoyons de l'argent pour l'éducation des femmes et des jeunes.
c'est moi qui ai mentionné Guatemala et ces autres pays. J'ai aussi pensé à l'Afghanistan, mais je n'ai pas pu mentionner chaque pays. Mais nous nous faisons vraiment du souci à ce sujet, particulièrement l'éducation. Et le jour d'après, ça a été annoncé que les talibans avaient mentionné qu'il n'y aurait plus d'éducation supérieure aux femmes. Et nous avons fait une demande au secrétaire général de l'ONU et pour trouver des moyens par Internet pour amener l'éducation aux femmes afghanes. Donc ça, c'était le jour après que les talibans ont dit plus d'éducation pour les femmes. Donc nous nous étions demandé que pouvons-nous faire. Donc il faut vraiment que nous essayions et nous continuons de nous engager à faire des efforts pour changer les choses au niveau local et aussi au niveau de l'ONU. Et j'ai dit qu'il y aurait encore une question. Une question à l'arrière de la salle? Non. C'est ce qu'a dit cette dame qui m'a interpellée parce que je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui peuvent être un outil merveilleux de communication, est aussi un outil terrible qui peut véhiculer énormément de violence. Donc, c'est un sujet sur lequel on pourrait, il va falloir s'attaquer dans l'avenir. Et je me rends compte que quand les gens utilisent, puis nos enfants, moi, je suis d'une génération qui a été un peu dépassée par toutes ces nouvelles technologies dans l'éducation des enfants, comment les protéger de ça. Et on se rend compte finalement sur ces réseaux sociaux qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui d'inclusivité, ce qui est important, d'unité dans la diversité, que les réseaux sociaux séparent énormément les gens. C'est-à-dire avec leurs calculs, on regarde, je ne sais pas si vous regardez votre Facebook, vous n'allez recevoir que les choses qui vous intéressent vous personnellement, que les choses qui vous correspondent. Donc, ça veut dire qu'on est chacun de plus en plus enfermé dans les seules choses qui nous intéressent personnellement, donc en tant qu'individu, et non pas une information qui nous ferait connaître le reste d'autres cultures, d'autres choses. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et je trouve que c'est un sujet crucial aujourd'hui aussi pour faire évoluer l'image des femmes dans la paix aussi. Thank you for your comment. Okay, a question in the far back there. The far, yeah, Mr. In the far back. Yes, okay. Thank you for this opportunity. Mohammed from Kurdistan, Iraq. Unfortunately, Merci pour cette occasion. Je suis du Kurdistan en Irak. Il y a beaucoup de femmes qui sont arrêtées par le gouvernement ou victimes du terrorisme en Irak. Et j'aimerais demander que les Nations Unies et l'ONU Femmes le logo des femmes, de laisser la liberté aux femmes. Mais la situation de l'Iran n'était pas mentionnée et de l'Irak. Et je suis vraiment choquée. Hein? Et encore, chaque jour, il y a des excuses par le régime iranien. Et il y a tant de personnes qui sont tuées par le régime iranien. Et le fait que ce ne soit pas mentionné, j'aimerais savoir quel soutien vous donnez à ce régime et aux femmes dans cette situation. Voilà. Merci. Yes, thank you for Merci pour cette question. again, here are the key mechanisms.
Voici les mécanismes clés. Je sais qu'ils ne sont pas parfaits, mais c'est ce qu'on a dans le Conseil des droits humains. Nous avons des personnes qui regardent toutes ces investigations. Et c'est la commission sur l'Iran qui a été présentée récemment. Vous pouvez télécharger ça. Il y a aussi un fonds humanitaire qui est un fonds qui pourvoit de l'argent pour les défenseurs des droits humains et qui demande de l'assistance rapide. Donc, nous avons ça. Et puis, il y a aussi le directeur exécutif qui a fait des déclarations à ce sujet et qui suit ces thèmes. Les mécanismes différents de l'ONU sont ceux-là. Nous n'avons personne qui est présent en Iran en ce moment, mais et c'est ce que je peux dire à présent. Merci beaucoup. La dernière question, tout derrière. Alors, moi, je suis Séroutine Soni, je viens de la République démocratique du Congo, mais j'habite en Suisse. Je suis également président I'm de la from DRC. Kinshasa, qui vient en aide aux femmes en détresse et aux orphelins et orphelines. Ma préoccupation est celle-ci. Selon un rapport d'experts américains paru en 2011, près de 48 femmes sont violées chaque heure en République démocratique du Congo, ce qui avoisine plus de 1000 femmes violées par jour. Et ces femmes sont violées et sont abandonnées à leur propre sort. Il n'y a aucune justice pour elles. Et au jour d'aujourd'hui, nous continuons à être persuadés que le seul palliatif à cette faiblesse du gouvernement congolais, voire l'incompétence du gouvernement congolais, pour rendre justice à ces femmes-là, reste la création d'un tribunal pénal international. Ça fait belle lurette que les ONG et les indépendants ont fait des démarches et ont demandé à l'ONU et aux autres institutions internationales de mettre en place ces tribunaux pour justement permettre à ces femmes-là qui sont violées d'obtenir la justice. Et ma question est de savoir pourquoi, en fait, cette création de ce tribunal international pénal traîne-t-elle jusqu'aujourd'hui? Parce que jusque-là, on n'a pas encore vu de procès pour justement essayer de réparer le cœur de ces femmes-là qui sont jusqu'aujourd'hui blessées et traumatisées d'ailleurs. C'était ça ma préoccupation. So just sharing with you that J'aimerais partager que ça, c'est une situation où il y a beaucoup d'attention, même si les rapports ne viennent pas publiquement comme nous aimerions. Nous travaillons aussi avec la Fondation Mukwege. Ils ont leur quartier général ici. Et ce que nous essayons d'atteindre, c'est la justice avec des mesures réparatrices. Et nous continuons d'établir un mouvement qui va permettre que ce soit possible. Dans une situation de discrimination, d'inégalité, cette situation, on en parle. On met des efforts pour que ce soit surmonté. Je sais que pour chaque personne qui est assise ici, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'assistance subite et nous essayons de développer une méthodologie qui permette de faire des investigations et développer un mouvement qui continue de demander que la responsabilité soit donnée. Et au Guatemala, ça a pris 20 ans
pour établir un mouvement, pour entraîner les gens, pour avoir suffisamment de données. Et c'était dans un lieu où il y avait tant d'opposition, avec des gens illettrés et monolingues, avec des langues incomprises. Mais j'ai dit, ça peut arriver, mais ça demande de suivre pendant des années. Et du moment que les conflits augmentent dans notre monde, c'est très difficile d'avoir la justice pour tout le monde. Et au Cambodge aussi, il y a une commission pour la justice et la vérité. Par exemple, au Guatemala, pour les femmes, ce qui était le plus important, c'était d'avoir été écoutées et d'avoir été crues par un juge. Et c'est déjà ça, ça a pris tellement de temps qu'elles puissent dire ce qui leur est arrivé. Et cette conversation me rappelle comment ce processus prend du temps et à quel point il faut continuer d'aller de l'avant pour que les violences sexuelles et la gravité de la situation, nous avons besoin de plus qu'un après-midi, plusieurs jours pour en parler et pour vraiment entrer en détail dans chaque cas. Mais au moins, cela ne se produisait pas il y a 25 ans. La violence sexuelle comme arme de guerre, c'est condamné. C'est condamné comme un des crimes contre l'humanité qui ne peut plus être toléré. Ça a été déclaré par la rapporteure spéciale contre les violences sexuelles pendant des conflits. Donc, dans le cas du Cambodge, ils ont essayé, il y a déjà 16 ans, d'avoir un tribunal. Et nous n'avons pas assez eu de soutien des donateurs pour pouvoir mettre cela en œuvre d'un tribunal. Vous avez besoin de la préparation, vous avez besoin de processus très complexes. Et il y a tant de travail qui doit encore être fait. Mais pour partager, nous faisons beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup. Nous n'avons pas de jour, mais nous avons ouvert l'esprit à de nombreuses nouvelles informations et j'espère que notre rapport sera mis en évidence et que vous aurez beaucoup de détails et que vous pourrez accéder à tout cela par les sites de la FPU et de la Fédération des femmes. Je voulais juste dire merci. Merci aux orateurs, oratrices, merci à ceux de la première session, merci à tous ceux qui sont venus de loin, du Royaume-Uni, des autres parties de Lyon, des autres parties de Suisse. Nous avons beaucoup tous appris et nous avons été stimulés. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous faire de manière concrète au niveau local. Et restons en contact. Ne mettons pas ça dans les dossiers, plus de guerre, pas de paix sans les femmes, que ce soit pas seulement dans les dossiers, mais que ce soit activement mis en œuvre. Donc, merci à tous. Un applaudissement à tous ces panélistes. Pas de paix sans les femmes. Ce n'est pas un slogan, c'est un appel à l'action et merci d'avoir rendu cela clair aujourd'hui et bon voyage de retour. Merci d'être venu.